Alors cette vidéo sera en deux parties. La première, c'est mon test de la Tesla 3 2022, le même test que j'ai publié il y a quelques jours, mais pour différentes raisons dont je parlerai en fin de cette vidéo, enfin en seconde partie en tout cas, j'ai choisi de supprimer cette vidéo de YouTube. Et donc en seconde partie, je parlerai de Tesla et d'écologie, et de véhicules électriques et d'écologie de manière plus générale. Et donc ceux qui ont déjà vu ma vidéo de la semaine dernière, passez directement à ce timecode que j'affiche là. Pour tous les autres, on commence maintenant par mon test de la Tesla 3 2022. Attends, là on va rentrer sur l'autoroute et on va tartiner un petit peu le 0 à 100. Hop, il n'y a pas grand monde qui peut faire mieux que ça. Oh purée, ça décoiffe. Ça décoiffe vraiment, c'est hallucinant. Le 0 à 100, il est monstrueux. Bon, ça on le savait, mais on est toujours très surpris quand ça arrive. Alors aujourd'hui on parle Tesla, c'est pas une vidéo sponsorisée. La voiture m'a été prêtée par un ami, je l'ai pour quelques jours. Faut savoir déjà que pour ceux qui veulent acheter une Tesla 3 en 2022, c'est une mauvaise nouvelle qui vient de tomber cette nuit. Tesla a fait passer le prix à plus de 45 000 €, ce qui la prive de son bonus écologique maximal. Donc le nouveau prix de la Tesla 3, avec son bonus écologique qui est maintenant de 2 000 €, je l'affiche à l'écran. Mais en gros, elle a pris 6 000 € en une nuit. Voilà ce qu'il faut retenir. Et ceux qui veulent acheter une, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Alors maintenant, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai un petit souci avec tout ce qui est voiture électrique, notamment Tesla. Et donc j'en parlerai en fin de vidéo. Mais d'abord, je vous teste un petit peu cette Model 3 que j'ai sous la main. Bon, c'est la première Tesla que je conduis de ma vie et il faut savoir que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est quand même plaisir. Quand on rentre dedans, quand on la conduit, c'est vraiment une expérience qui est super agréable. Déjà au niveau de la sensation un petit peu futuriste, tout ce qui est tableau de bord très épuré, il n'y a rien qui dépasse. C'est bien fini, cette Tesla 3 2022, elle est bien finie au niveau des matériaux et tout, c'est très agréable. L'écran central là, qui est monstrueux et qui est très très réactif. Tout ce qui est gestion des commandes et tout, tactile, moi j'ai pas de souci par rapport à ça. Alors oui, on peut toujours trouver des trucs, bien sûr, il manque une petite poignée pour s'accrocher quand on est passager, une poignée en haut, elle n'y est pas, bon voilà, des trucs qui sont un peu surprenants des fois. Mais globalement, c'est une impression de classe, de plaisir et de performance. Alors on a beau savoir à l'avance que c'est futuriste, il y a des choses qui sont vraiment très surprenantes. Moi je suis pas du tout habitué à tout ce qui est aide à la conduite vraiment poussée. Là la fonction où la voiture suit toute seule sa ligne sur l'autoroute, j'ai vraiment du mal à lui faire confiance. C'est un truc qui est pour moi très très bizarre et pas naturel. Je le teste là, je vais le déclencher en appuyant 3 fois vers le bas sur la commande de vitesse là. Je vais mettre d'abord dans la file centrale parce qu'il y a un camion devant. Hop, voilà, un petit coup de clignot, je déboîte à gauche. Et là, je vais appuyer 3 fois sur le levier, 1, 2, 3, et ça enclenche le mode automatique. Donc là, j'ai plus rien à toucher, il va garder la vitesse que je lui ai demandé. Donc là, je suis à 101 km/h, c'est limité à 110, tout va bien. Et il tient la voie tout seul. Quand la route tourne, la voiture tourne. C'est vraiment un truc qui est pour moi pas naturel du tout, je suis pas à l'aise du tout avec ça. Mais bon voilà, ça existe, apparemment ça marche bien. Voilà, vous voyez, je garde les mains dessus parce que vraiment j'ai peur en fait. Mais il y arrive, il le fait et ça marche. Dès que je reprends la main sur le volant ou quoi, ça se désactive. Ou que j'accélère et tout, là c'est bon, j'ai récupéré la main. Ça marche très bien apparemment, mais moi, c'est pas pour moi. Je trouve vraiment impressionnant qu'elle arrive à tout voir. Quand on est en agglomération, elle voit vraiment ce qu'il y a autour, les motos, les vélos, les piétons. On voit vraiment que c'est une voiture qui a conscience de ce qui se passe autour d'elle. C'est assez déroutant, moi je suis pas du tout habitué à ça. Mais c'est aussi l'une des marques de Tesla, l'une des forces de Tesla. Cet écran central là, c'est aussi une expérience à part entière. Tout ce qui est gestion de la clim par exemple, vous voyez, on peut diriger les flux comme ça, en bougeant avec son doigt, en choisissant la largeur du flux avec 2 doigts, en pinçant et en zoomant. C'est vraiment, et pareil pour le côté droit, côté passager. C'est vraiment des choses qui sont pour moi complètement nouvelles. Et oui, c'est agréable. Oui, ça demande un petit peu d'adaptation pour trouver un petit peu comment tout marche quand on n'y est pas habitué. Moi qui suis un petit peu fan de tech et tout ça, pour moi, c'est vraiment des points qui sont intéressants dans une voiture. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai fait une recharge complète chez moi sur prise 220 volts. Ça a pris 16 heures.
J'ai récupéré autonomie maximale d'environ 450 km et ça m'a coûté 6 euros. Donc une recharge complète de batterie pour 450 km d'autonomie coûte 6 euros. Si on fait x2 pour avoir autonomie de 900 km comparable à celle d'une voiture diesel, on va dire, ça coûte donc 12 euros à la maison. L'équivalent sur un superchargeur coûte 16 euros la recharge, donc 32 euros pour 900 km. Voilà, si on compare ça avec les prix actuels des carburants qui ont explosé, c'est sûr qu'au niveau financier, au quotidien, ça n'a rien à voir. Autre point intéressant, c'est que niveau aide à la conduite, c'est vraiment hallucinant, hein. Niveau dès qu'on met le clignotant, on voit ce qui se passe dans l'angle mort, grâce aux caméras qui sont autour. Dès qu'on va se rapprocher d'une ligne discontinue, on va voir le volant qui va légèrement trembler. Bref, il y a vraiment beaucoup d'aides qui sont très appréciables. Le mode sentinelle aussi est vraiment top. Je trouve quand on garde la voiture, on peut l'activer. Et du coup, toutes les caméras se mettent en marche. Dès que quelqu'un se rapproche de la voiture, eh ben, on peut avoir une notif, on peut le voir. Et enfin, l'application est vraiment top. L'application Tesla, elle est vraiment très bien faite, pratique, fluide. On a accès à tous les paramètres sur la voiture. C'est aussi un point qui contribue à rendre l'expérience Tesla si particulière. Pour ceux qui se le demandent, c'est aussi une vraie berline, hein. Je suis assez grand, je fais 1,87 m, mais je suis bien assis à l'arrière. On a 3 belles places avec un sol qui est plat, il n'y a pas de tunnel de transmission. Bref, c'est des places aussi où on est bien assis à l'arrière avec en plus tout ce toit en verre qui est vraiment sympa, je trouve, pour avoir une vue un peu panoramique. Donc franchement, en résumé, tout le monde me vantait Tesla depuis longtemps. J'avais jamais testé et je comprends maintenant pourquoi il y a autant de fans de Tesla. C'est vraiment, je trouve, une réussite cette Tesla 3. Alors en 2021, elle a été encore moins chère, donc c'était vraiment un truc qui était super intéressant. 2022, avec ce bonus écologique qui disparaît, c'est peut-être moins intéressant, mais bon, ça c'est à vous de voir. Il faut savoir que depuis que la Model 3 est sortie, il y a eu beaucoup de mises à jour, hein, environ 70, même plus je crois. Donc des mises à jour qui augmentent la performance, tout ce qui est autonomie aussi. Bref, c'est une voiture qui se bonifie aussi en vieillissant, c'est un très bon point. Mais maintenant, alors oui, je suis vraiment ravi de cet essai. C'est vraiment une voiture qui fait envie, hein, je ne vous le cache pas, tant au niveau matériaux, confort que performance. Mais il y a toujours ce problème qui me bloque avec tout ce qui est électrique, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie pour des voitures électriques. Et je suis pas convaincu, malgré mes recherches, que ce soit vraiment des voitures qui soient écologiques. On parle de ça maintenant. Alors on enchaîne maintenant dans mon studio, et avant de commencer, je voulais vous dire que quand on cherche des informations sur tout ce qui est véhicule électrique et écologique, on tape sur Google, et ben on tombe sur des articles en premier qui sont bien référencés, et quand on clique dessus, eh bien on n'a pas forcément des informations qui sont ni à jour, ni complètes, ni pertinentes. Notamment on tombe sur des rapports qui ont juste 2-3 ans, donc c'est pas énorme, ça paraît crédible, sauf que 2-3 ans à l'échelle où les choses avancent, ben, c'est quand même beaucoup trop vieux pour être complet. Donc déjà je voulais commencer par remercier vraiment tous ceux qui ont commenté de manière posée, constructive, ma vidéo que j'ai choisi de supprimer de YouTube, parce que grâce à eux, j'ai découvert différentes études, différents sites, différentes vidéos, qui m'ont permis vraiment de me former un petit peu sur le sujet, de voir qu'il était bien plus complet, complexe à appréhender que ceux que j'en avais pensé à la première vidéo, en tout cas à la préparation, et grâce à eux, je peux faire cette seconde vidéo sans être un spécialiste de la question, hein, mais avec des arguments qui sont vraiment super intéressants, vraiment nouveaux, pas pour convaincre quiconque, mais juste pour montrer que le problème est bien plus complexe que ce que j'avais pu en présenter dans la vidéo précédente. Alors le point de départ reste le même. Oui, pour comparer si un produit est intéressant au niveau écologique, il faut comparer toutes ses phases de vie, donc sa production, sa construction, sa durée de vie, son utilisation et après son recyclage. Alors si on parle de la partie production, c'est vrai qu'un véhicule électrique demande beaucoup plus d'énergie à être construit qu'un véhicule thermique, ça c'est clair et net, et on estime les émissions de CO2 liées à sa construction supérieures d'environ 1,5 fois, voire 2 fois par rapport à un véhicule thermique équivalent. Donc c'est bien vrai qu'on a un retard en termes d'émissions de CO2 dans la phase de construction d'un véhicule électrique qu'il est important de rentabiliser, d'amortir ou de contrebalancer par sa phase de durée de vie. Pour finir sur cette phase de construction, il y a un point qui est hyper important, et j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, hein, c'est que le jour où on pourra construire intégralement ces voitures électriques avec des énergies qui sont moins polluantes, hein, par exemple si un jour la France se met à construire des batteries, eh bien ça dégagera beaucoup moins de CO2 que lorsqu'elles sont construites en Chine, qui elle se fournit en énergie fossile, hein, avec du charbon. Donc si les voitures électriques sont construites intégralement par exemple en France, eh bien là on va arriver dès la phase de construction à une différence bien inférieur en termes d'émissions de CO2 bien sûr par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs comme je vous l'avais dit, hein, c'est un projet au niveau européen de construire les batteries
en Europe. C'est surnommé l'Airbus des batteries, mais bon, c'est pas encore opérationnel. Alors maintenant, on passe sur la phase de la durée de vie du véhicule électrique. Et là, il y a plein d'arguments super intéressants et qui sont maintenant basés sur de vraies études scientifiques. Donc je vous mets des liens sous la vidéo vers différentes vidéos YouTube, vers différents sites qui parlent de ça. Vous verrez, c'est vraiment passionnant et surtout, ça vient complètement modifier mes conclusions de la vidéo précédente. Alors quand on prend une étude scientifique d'il y a 2 ou 3 ans, elle compare donc la phase de construction du véhicule et la phase de durée de vie. Et pour la durée de vie, elle compare juste les émissions CO2 produites par la voiture thermique et les émissions CO2 produites par la voiture électrique. Forcément, si on est en France, tout ce qui est nucléaire nous permet d'avoir des véhicules électriques qui vont rouler en polluant quasiment pas, et à l'inverse, des véhicules thermiques qui eux vont polluer. Mais ce que ces différentes études il y a 2 ou 3 ans ne prenaient pas en compte et qui est vraiment fondamental, c'est que bien sûr la voiture thermique, quand elle roule, dégage différentes particules et pollue, ça c'est clair et net, mais en plus de ça, l'essence qu'il y a dans le moteur pour faire marcher la voiture, il faut bien qu'elle y arrive dans ce moteur, et pour qu'elle y arrive, il a fallu la transporter, avant ça il a fallu la raffiner, l'extraire, toutes ces phases de traitement d'énergie fossile pour arriver à avoir un carburant dans votre moteur, elles ont aussi dégagé une quantité énorme de CO2, de pollution, à toutes ces étapes, parce que l'extraction est faite par des machines qui consomment beaucoup d'énergie et qui polluent beaucoup, le raffinage aussi, d'ailleurs dans ce raffinage on utilise beaucoup de cobalt pour raffiner le pétrole, ensuite il faut transporter ce pétrole, cette essence dans différents pays par bateau, machin qui pollue beaucoup, bref, ça pour dire que même le plein que vous faites pour votre voiture thermique, à lui seul, représente une quantité énorme d'énergie et de pollution, ne serait-ce que pour arriver à votre voiture. Alors ce point-là, il est vraiment énorme, et encore une fois, je vous mets différents liens sous la vidéo vers des études ou vers des sites spécialistes qui parlent de ça. C'est vraiment aussi un point qu'il est très important de prendre en compte et qui vient encore creuser encore plus la différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Le second point qui est aussi très important, c'est qu'un moteur thermique, pour fonctionner, n'a pas besoin que d'essence ou de diesel. Il y a aussi plein de pièces physiques, plein d'huiles à vidanger, et toutes ces pièces et ces huiles ou liquides, sur la durée de vie d'un véhicule thermique, représentent aussi beaucoup de pollution, que ce soit pollution physique, mais aussi pollution en termes d'émissions de CO2, car bien sûr, pour construire ces huiles, il y en a besoin aussi d'énergie. A l'inverse, pour un véhicule électrique, on n'a quasiment rien de tout ça, niveau vidange et pièces à changer, ça n'a rien à voir, donc c'est là aussi un point où, encore une fois, si on prend la durée de vie totale du véhicule, un véhicule électrique a un avantage énorme par rapport à un véhicule thermique. Troisième point, on le sait, avec un véhicule électrique, on a besoin de beaucoup moins freiner qu'avec un véhicule thermique. Ça, je l'ai même vu en essayant ma Tesla 3. C'est sûr que dès qu'on lâche l'accélérateur, il y a un tel frein moteur pour récupérer l'énergie que ça freine quasiment tout seul. Et c'est aussi un fait que sur la durée de vie totale d'un véhicule électrique, quand on la compare à un véhicule thermique, on a beaucoup moins besoin de freiner, donc bien sûr moins de liquide de frein, mais aussi moins de dégagement de microparticules pendant le freinage et que les plaquettes s'usent. Bref, c'est aussi un truc à prendre en compte et qui est vraiment significatif. Alors avant de voir en détail si une voiture électrique est plus ou moins polluante qu'une voiture thermique, un petit point sur les métaux qui sont utilisés dans les batteries et dans les voitures électriques et thermiques. Déjà, petit rectificatif par rapport à ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, il n'y a plus de cobalt dans les voitures Tesla depuis quelques mois. Ils ont remplacé leurs batteries NCA, nickel, cobalt, aluminium par des batteries LFP, lithium, fer, phosphate. Et donc du coup, le fait qu'il n'y ait pas de cobalt, c'est vraiment un super argument, parce que forcément, c'est compliqué à extraire et ça provoque de gros dégâts niveau pollution de l'environnement. Donc ces batteries LFP, elles sont légèrement moins performantes niveau stockage, c'est très léger, par contre forcément niveau empreinte écologique, c'est beaucoup mieux que les batteries qu'ils avaient avant. Et il faut savoir surtout que ces différents métaux, et notamment les terres rares, elles sont aussi très présentes dans les voitures thermiques, dans les pots catalytiques, qui d'ailleurs ne sont pas recyclés, et aussi même dans l'extraction et dans le raffinage du pétrole, il y a beaucoup de cobalt qui est utilisé pour ça. Bref, c'est vraiment un point où c'est compliqué de critiquer les voitures électriques quand on sait que les voitures thermiques et que toute leur industrie est aussi largement basée là-dessus. Alors maintenant, mon avis sur la question primordiale, à savoir est-ce qu'une voiture électrique est plus ou moins polluante globalement qu'une voiture thermique. Alors comme on l'a vu, il faut prendre en compte la phase de construction, la durée de vie et le recyclage. Pour la construction, on l'a déjà vu, les voitures électriques demandent plus d'énergie pour être construites, et ça c'est un point qui va potentiellement s'améliorer quand on pourra faire des batteries européennes. Mais pour l'instant, voilà, c'est un fait. Les batteries des voitures électriques sont un petit peu le maillon faible dans la phase de construction d'un véhicule, et donc c'est là qu'on prend un petit peu du retard. Alors maintenant pour la durée de vie, forcément, ce capital retard qu'on a pris au départ, on va le rattraper.
plus ou moins rapidement selon le type de véhicule qu'on a. Sur un véhicule qui est petit, on va le rattraper très très vite, hein. En 20 000 km, on va arriver à compenser le surcoût entre guillemets en CO2 qu'on a vu à la construction. Et donc sur des véhicules électriques qui sont petits, ce retard se rattrape très très vite, donc ça devient très très vite intéressant d'en avoir acheté un en termes d'écologie. Et plus le véhicule sera gros, avec une grosse batterie, plus on rattrapera tard ce retard du départ, mais on va le rattraper d'autant que la durée de vie des véhicules électriques est largement supérieure à la durée de vie d'un véhicule thermique. En moyenne, on considère qu'entre 200 et 300 000 km, un véhicule thermique part à la casse. Les véhicules électriques, ça a beaucoup progressé. On voit des Tesla qui arrivent à 600 700 000 km et même qui dépassent le million de kilomètres, hein, ça c'est vu. Alors vous allez me dire, oui, des véhicules thermiques, ça arrive aussi, hein, des diesels ont dépassé le million de kilomètres, c'est aussi quelque chose de fréquent, mais le but c'est pas de comparer qui va le plus loin, le but c'est de dire qu'il y a un moment donné où la durée de vie de la batterie va arriver à faire que le véhicule compense son retard qu'il avait en émissions de CO2 à sa construction, et là on est sûr maintenant que grâce à la durée de vie des véhicules électriques, notamment des Tesla, ce moment arrive tôt ou tard. Donc d'après ce que j'ai vu ou lu, oui, tôt ou tard, un véhicule électrique va arriver grâce à sa durée de vie à compenser le retard qu'il avait pris dans sa phase de construction, et bien sûr ça va dépendre de comment vous vous en servez, de où vous vous en servez et de sa taille aussi. Et il faut savoir aussi que Tesla, c'est vraiment des pionniers, hein, dans ce domaine-là. Alors je suis pas pro Tesla ou quoi, hein, j'en ai pas et je compte pas en acheter, mais c'est quand même à souligner, hein, c'est vraiment des pionniers sur le domaine de l'électrique et ils ont aussi un gros temps d'avance par rapport à tous les autres constructeurs en termes d'efficacité de leur batterie et de leur voiture. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'essence n'a pas vraiment d'avenir, hein, sur le moyen long terme pour nous, parce que voilà, ça pollue beaucoup trop, on voit ce qui se passe sur les prix en ce moment, tout ça. Donc on le sait tous que tôt ou tard il faudra trouver autre chose. Est-ce que c'est l'électrique? Je sais pas, mais en tout cas on a vu que ça a beaucoup progressé à tous niveaux, hein, à la fois sur les performances des voitures, en termes d'autonomie, en termes de vitesse, sur la pollution qu'elles dégageaient, sur leur durée de vie par rapport aux batteries. Ça a beaucoup progressé et ça c'est grâce à plusieurs choses. C'est grâce à Tesla qui a vraiment été pionnière là-dedans, c'est grâce à ceux aussi d'entre vous qui ont eu le courage entre guillemets de tenter l'expérience et de du coup faire marcher cette économie. C'est aussi grâce aux aides de l'État, hein, qui rendent ça aussi possible. Bref, c'est vraiment un secteur qui s'est beaucoup développé, qui va continuer à le faire contrairement à l'essence, mais c'est pas le seul, hein. Il y a aussi l'hydrogène par exemple, d'autres technologies vont peut-être arriver pour balayer l'électrique, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai lu, oui, dès maintenant, l'électrique est bien préférable au thermique pour tout ce qui est écologie par rapport aux véhicules. Alors bien sûr, il y a encore une foule de questions, hein, sur ces sujets-là dont je ne suis pas spécialiste, comme par exemple tout ce qui est recyclage des batteries, hein, ça a aussi beaucoup progressé, ça, hein, les batteries recyclées de véhicules électriques, déjà tout ce qui est métaux dedans, ils sont intacts, on peut s'en servir à 100%, et ces batteries, elles servent notamment maintenant pour déplacer des chariots électriques dans les usines, hein, ou pour s'en servir pour source d'énergie, pour différents entrepôts, usines, bref, c'est vraiment un truc aussi qui a beaucoup progressé et qui est encore en train de le faire, qui n'est pas encore parfait, hein, mais qui est sur la bonne voie, on va dire. Mais il y a encore une foule de questions qui sont hyper pertinentes, hein, comme par exemple les déchets nucléaires. Est-ce que vraiment c'est une solution d'avenir? Bref, je suis pas un spécialiste de la question, mais ce que je voulais déjà faire aujourd'hui, c'était commencer par compléter ma vidéo de la semaine dernière et corriger les erreurs que j'avais faites. Parce que même si c'est pas le but de ma chaîne YouTube, j'ai quand même parlé à des milliers de personnes qui ont regardé ma vidéo et je voulais aujourd'hui leur apporter un point de vue beaucoup plus nuancé sur la question qui est très complexe. Alors encore une fois, deux choses. D'une part, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cette vidéo possible en me mettant leurs commentaires très constructifs et très sympas malgré leurs gros désaccords par rapport à ma vidéo de la semaine dernière. Et le second point, c'est qu'encore une fois, je vous remets sous la vidéo différents liens. Ceux qui ont des questions sur l'impact des véhicules électriques sur l'écologie, vous trouverez plein de réponses dans ces différentes vidéos et ces différents articles. J'ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.